Bienvenue à tous dans Entre deux News, l'émission qui dissèque l'actualité avec lucidité et sans concession. Aujourd'hui, deux sujets qui suscitent de vifs débats et nous concernent tous. D'abord, l'université ivoirienne est en pleine tourmente après l'assassinat brutal du général Sorcier, un événement qui soulève la question de la sécurité et du rôle des associations estudiantines en Côte d'Ivoire. Ensuite, le prélèvement des 4% imposés par la Direction générale des impôts DGI sur les courses VTC, une mesure contestée par les acteurs du secteur. Pour en débattre ce soir, nous recevons Guillaume Bateau, journaliste et directeur général de Notre Voix. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Et puis Chérik Balé, consultante et militante des droits citoyens. Bonsoir, Chérik Balé. Et ensemble, nous tenterons bien sûr de comprendre les racines de ces problématiques et des solutions possibles. Soyez prêts pour un débat intense, structuré en deux parties, chacune d'environ 28 minutes. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de suivre Entre deux News, votre émission diffusée du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Tout de suite, place à la première partie. Guillaume Bateau, l'université face aux conséquences de l'assassinat du général Sorcier. Tout d'abord, comment interprétez-vous ce drame? Oh, est-ce qu'il faut interpréter? Non, mais je pense que c'est dommage. C'est dommage que si les informations qui nous parviennent sont vraiment fondées, c'est dommage que des camarades, même s'ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets concernant la vie de l'organisation, qu'ils en arrivent à de telles extrémités. Donc il faut vraiment condamner, d'abord s'incliner devant la mémoire du camarade Deagoué, présenter nos condoléances à ses parents et à tous ses camarades et dire qu'on ne devrait pas en arriver là. Dans une organisation comme la Fédération nationale scolaire de Côte d'Ivoire qui a beaucoup contribué à la formation idéologique et politique de bien nombre de cadres ivoiriens, après plus de 30 ans d'existence, on ne devrait plus en arriver à ce genre d'extrémité. Donc, bien entendu, je condamne fermement le recours à la violence, le recours aux assassinats politiques. Cela est un net recul par rapport à nos convictions, à notre engagement. Et je crois que vraiment c'est regrettable. Que répondrez-vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, à ceux qui disent qu'il s'agit d'un symptôme, le symptôme d'une violence endémique qui ronge nos universités en Côte d'Ivoire? Oh oui, bon. Malheureusement, nos universités font face à ce genre de crise à répétition. Et malheureusement, l'État lui-même n'est pas étranger à la violence sur les campus. Nous-mêmes, nous avons été étudiants, nous avons été militants de la FESI. La FESI a toujours fait face à la violence d'État. Parce que moi, j'écoute beaucoup de débats des gens qui ne peut-être savent pas ou qui font semblant de ne pas savoir. La FESI, à sa création, donc la mise en commun de plusieurs organisations clandestines de l'époque, c'est un mouvement étudiant qui revendiquait pour un mieux-être des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire, à travers d'abord les ministres proches de l'ancien parti unique, le PDCI, ce qu'on appelait les Louba de l'époque, ensuite la police, les forces de l'ordre, qui se sont érigés en adversaires de la FESI pour soutenir les mouvements qui étaient plutôt proches du parti unique de l'époque. Et c'est ça qui a envoyé toute cette violence sur les campus. Aujourd'hui, les gens feignent d'ignorer l'origine de ce mal-là. L'origine, c'est le refus de la démocratie. L'origine, c'est le refus de donner la parole aux étudiants, de donner leur place dans le système universitaire. Et pour, j'allais dire, tous les pouvoirs qui sont succédés, la FESI était devenue un adversaire, parce que la FESI, qu'on le veuille ou non, c'est le plus puissant mouvement étudiant en Côte d'Ivoire. Et cette organisation a malheureusement changé d'orientation aujourd'hui. Elle n'a jamais changé d'orientation. Avec les violences qu'on voit sur les campus. Mais je dis, les violences sont regrettables et il faut les condamner. Mais la FESI reste, pour beaucoup d'étudiants, l'instrument de lutte
pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Bien, alors revenons maintenant aux conséquences de ce drame qui est le sujet de cette émission. Puis chez Balé, une opération de libération des chambres et espaces acquis de manière illégale est en cours. Quel bilan personnel dressez-vous de cette action saluée par beaucoup d'Ivoiriens? Le bilan de ces actions, l'expulsion des chambres et espaces publics, dans l'université de Cocody et autres. Bon, je n'ai pas tous les éléments pour faire un bilan, mais on peut dire que ce n'est pas trop tôt. Parce que les occupations illégales ne sont pas nouvelles. Pourquoi c'est maintenant, à la faveur de cet événement malheureux qui s'est produit, qu'on décide de libérer les chambres qui seraient occupées illégalement? Donc, pour nous, il y a un bilan à faire au niveau de la responsabilité même du Centre des œuvres universitaires qui est forcément en partie responsable de ces occupations-là parce que c'est elle qui a la responsabilité première de l'attribution de ces chambres. Comment se fait-il que des aspects lui aient échappé pour qu'il y ait des occupants illégaux? Sinon, on a vu sur les toiles ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de cargos sur le campus. On espère qu'il n'y a pas eu de violation des droits humains. Mais c'est tout compte fait une bonne décision parce que l'illégalité ne doit pas être encouragée. Mais maintenant, la façon dont ça se fait, là, bon, on n'a pas les éléments pour en juger. Bien, Guillaume Bato, votre bilan personnel de cette opération qui a démarré la semaine dernière? Mais le bilan est catastrophique. Ce sont des milliers d'étudiants qui sont à la rue, ils ne savent pas où aller au moment où c'est la rentrée, le début des cours. Certains se préparent même à affronter les premiers examens. Je crois que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'on mélange tout. Selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons un taux de 17 étudiants pour un lit. Mais où vous voulez que les autres... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les étudiants, il faut les saluer. Il faut preuve de solidarité pour permettre à certains de leurs camarades de pouvoir avoir accès à des conditions minimales d'études. Nous-mêmes, quand je nous me dis moi-même, Guillaume Bato, étudiant, j'ai été hébergé par d'autres étudiants. Et vers la fin, j'ai hébergé d'autres étudiants. C'est, comme dit Madame la Présidente, c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'université. Mais juste parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas construit suffisamment de cités universitaires. Voilà. Le premier responsable des occupations illégales supposées de ces cités, le premier responsable, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Quand vous avez une université avec peut-être 120 000 étudiants et que vous avez à peine 6 000 lits, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Donc, il ne faut pas... Alors, il y a un problème qui s'est posé, il y a eu un drame qu'il faut condamner, mais après, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Ces étudiants se retrouvent à 3, à 4, aidés par leurs amis, par la force des choses. Parce que l'État n'a pas créé les conditions pour qu'eux aussi aient des chambres de façon régulière. Moi, je parlais d'irrégularité, non de l'égalité. Il n'y a aucun mal à être solidaire, au contraire. Est-ce que le problème, c'est le fait d'héberger un camarade en cité universitaire? C'est plutôt l'acquisition de manière illégale des chambres? Mais moi, ce que j'ai vu, comment on peut acquérir illégalement les chambres? C'est pas vrai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des étudiants qui reçoivent leurs camarades pour leur permettre d'aller à l'école. Et aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas régulièrement propriétaires ou attributaires de ces chambres-là, on leur dit de quitter. C'est tout. Sinon, comment on peut dire que les gens sont accaparés des chambres? Madame la Présidente a dit, mais quand les gens s'accaparaient des chambres, où était le crew? Parce que aussi, c'est ça. On refuse de situer les responsabilités, on refuse de regarder les problèmes en face. Donc pour vous, il y a une grande responsabilité du crew à ce niveau-là? Du crew et de l'État. Voilà, parce que le crew est un démembrement de l'État de Côte d'Ivoire. La première responsabilité incombe, c'est à l'État de trouver des chambres pour les étudiants. Vous voyez, vous êtes journaliste, faites un tour en Anguille, à Bogua. Beaucoup d'étudiants dorment dans les amphithéâtres, dorment dans les toilettes. Vous trouvez ça normal? Il a été également demandé à ces derniers-là de libérer les chambres et les amphithéâtres. Ils vont où? Ils vont où? Mais un amphithéâtre n'est pas une salle oui, mais qui doit construire les chambres de cité? Ce sont les étudiants qui doivent construire? Bien sûr que c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas, on dit, nul ne peut se prévoir de ses propres turpitudes.
Ici, la responsabilité première de loger les étudiants incombe à l'État de Côte d'Ivoire. S'ils n'y arrivent pas, on ne peut pas aussi reprocher aux étudiants de se débrouiller entre guillemets. Mais toutefois, il faut prendre des chambres de manière légale. Mais il n'y a aucune illégalité. Est-ce que vous avez montré des gens qui ont braqué ces chambres-là? Mais il n'y a aucun de ces étudiants qui a eu ces chambres-là qui vient dire qu'il a eu ces chambres de manière légale et puis il a été expulsé. Je dis, il ne faut pas confondre irrégulier et illégal. OK? Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de ce que, puisque vous avez 17 étudiants pour un lit, donc on attribue, il y a M. Sidik, vous êtes le propriétaire de la chambre X dans tel campus. Mais parce que vous êtes un Africain et que vous êtes solidaire de vos camarades, vous acceptez chez vous d'autres étudiants qui régulièrement n'ont pas droit à la chambre. Bien, alors que dites-vous de ceux qui ont les chambres à partir des autres organisations qui n'ont rien à voir avec le CROU, par exemple, qui est bien placé et qui est la voie légale pour avoir les chambres? Bon, l'illégalité doit s'appliquer à ceux qui ne sont pas étudiants et qui sont sur les campus. Et qui ne suivent pas la voie également pour avoir les chambres? Oui, bien sûr. C'est ceux-là qu'on pourrait qualifier d'occupants illégaux. Mais comme il a dit, là, on a tous été étudiants. S'il s'agit de ceux qu'on appelle les Cambodgiens, là, il y a effectivement un problème. Parce que si l'État n'a pas la capacité de loger tout le monde, que les étudiants peuvent s'entraider, on ne devrait pas pouvoir s'interposer à cela, parce que ça va affecter les études de tous ceux qui seront expulsés. Bien, au nombre des conséquences, le siège de la FESI et un autre siège également en construction ont été détruits le week-end dernier. Comment vous réagissez face à ces gestes-là? Oui, ça c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, les gens mélangent tout. D'abord, la suspension des activités syndicales est une très mauvaise décision parce que c'est un droit. Le droit syndical, la liberté syndicale, là, c'est un droit. Et la FESI fait partie des organisations, enfin c'est l'organisation même la plus... Non, il y a eu le MESI avant, mais elle a obtenu beaucoup de choses pour les étudiants. C'est grâce à la FESI que la carte de bus est restée à 3 000. La FESI a fait beaucoup de choses. Donc s'il y a eu un problème, il faut aller traiter les causes de ce problème-là et ne pas pénaliser tout le monde. Parce que quand on suspend les activités syndicales, ça veut dire que, quels que soient les problèmes qui auront cours jusqu'à la levée de la suspension, les étudiants n'auront pas de structure qui les défendent. La deuxième chose, quel rapport le siège de la FESI a avec cette suspension? Parce que si c'était une suppression ou alors une dissolution de la FESI, on comprendrait, mais même si c'était une dissolution, on vient de parler d'insuffisance de chambres. Ce bâtiment-là aurait pu servir à autre chose. Et l'État lui-même, la FESI n'a pas construit ce siège-là à l'insu de l'État. On a vu sur la toile, à la télévision, le ministre de l'enseignement supérieur venir constater l'avancement des travaux. Donc s'il y a un problème avec la FESI, pour moi, ce n'est pas une raison pour aller détruire son siège parce que la FESI n'a pas été dissous. Et même si elle avait été dissous, c'est un bâtiment qui aurait pu servir soit à l'enseignement, soit à l'hébergement des étudiants. Bien, Guillaume Badou, réaction sur ce même sujet. Je suis d'accord avec Madame la Présidente. Mais le gouvernement lui-même se met dans l'illégalité. Il y a un problème. Le procureur de la République nous a appris qu'il y a un étudiant qui a été assassiné et que les enquêtes sont en cours. Et les premiers suspects ont été interpellés. Mais laissons les enquêtes aller au bout. Mais pourquoi le gouvernement se précipite d'abord pour suspendre les activités syndicales, à supposer que la FESI même a été responsable de tout ça, et les autres associations qui ne sont pas la FESI? Qu'est-ce qu'elles ont à voir dans la suspension de leurs activités? En plus, on chasse les étudiants sur peut-être qu'il y a des occupants illégaux, mais on se rend compte qu'en vérité, c'est tous ceux qui n'ont pas pu avoir la chambre régulièrement parce que l'État n'a pas assez de chambres qu'on met dehors. Et puis on détruit le siège de la FESI. Mais je ne suis pas juriste, mais on a appris quand même qu'en matière criminelle, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective. Elle n'est pas collective. D'abord, laissez les enquêtes aller à leur thème. Et puis,
s'il y a des responsables, à supposer même que le camarade Kambou, le secrétaire général de la FESI, soit responsable avec certains de ses camarades, mais qu'on les présente devant les juges, que leur culpabilité soit d'abord établie et qu'ils en payent le prix. Mais l'organisation, ce n'est pas un congrès que la FESI a décidé de tuer tel ou tel. Donc on ne peut pas tenir l'organisation pour responsable de ce qu'aurait commis quelques-uns de ses responsables. Bien. Et le gouvernement se lève et détruit. Il va trop loin. Ce n'est pas correct. Vous voyez, c'est ce que j'appelle tout à l'heure mélanger tout, servir torchon. Et c'est ça le problème de notre pays. Alors, au cours de l'opération, des armes blanches ont été découvertes, notamment des machettes, des battes de basketball, des couteaux par les forces de l'ordre. C'est découvert où? À l'université de Cocody. Cela doit nous interpeller. Si on trouve des couteaux dans une cuisine, c'est normal. Des machettes. Mais les machettes, s'il y a des machettes dans la cuisine, c'est normal. Non, mais Ah, si, on vous a dit, oui, mais attends, il faut qu'on soit C'est pas sérieux. croyable, non. Oui, il faut qu'on soit sérieux. Mais l'université, c'est le temple du savoir. Mais il y a des cuisines Des dans cahiers, l'université, des non? stylos, des livres, Mais il y a des des bouquins. cuisines, les gens mangent. Il y Effectivement. a des restaurants. Mais si vous trouvez une machette pour qui sert à découper des bœufs, quoi le problème? Non, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dans une communication de diabolisation de la FESI. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Bien, puis je sais pas les réactions sur la découverte des machettes et autres, des armes blanches. Pourquoi pas les machettes à des vendeurs de bœufs? On a découvert ça sur des étudiants. Bon, Non, dans le communiqué, ça n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé. Mais c'est des sources officielles, le ministère de l'Enseignement supérieur. Bon, ce qui est sûr, moi j'ai vu sur la toile que ceux qui ont été arrêtés avec le secrétaire général auraient ces éléments que vous avez cités là. Mais avant de réagir sur ces éléments-là qui traduisent une certaine pratique de la violence sur les campus, j'aimerais dire que par rapport à cette affaire, il y a quelque chose à élucider. On a arrêté le secrétaire général et certains de ses collaborateurs sans être sûr qu'ils ont commis quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui dit que c'est possible que le secrétaire général ait été responsable de cet assassinat, eu égard à certains autres faits qui ont été énumérés. Mais il y en a qui crient au complot. Il y en a qui crient au complot et l'attitude du gouvernement après ce décès-là vient corroborer en tout cas ce que ceux qui crient au complot disent parce que les mesures sont démesurées. Donc, est-ce que c'était un prétexte que le gouvernement aurait créé pour pouvoir sévir contre la FESI? Ça, c'est des questions auxquelles on devrait pouvoir répondre. On attend les résultats des enquêtes. Mais ce n'est pas étonnant qu'on ait découvert tout ça parce que déjà même, il y avait des guerres entre des fractions et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis un certain temps, on a observé que les gens venaient diviser la FESI, il y avait des fractions qui s'affrontaient, les affrontements sont sur presque tous les campus. Donc on découvre des armes blanches et tout ce que vous avez énuméré sur le campus, bon, ça ne devrait pas être étonnant, même si ce n'est pas normal parce que c'est pas... Enfin, déjà que les guerres entre les fractions ne sont pas normales, ça se fait avec toutes ces armes, donc c'est normal qu'on en ait découvert. Bien, Guillaume Bato, quelle est votre position quant à la dissolution de la FESI? Certains Ivoiriens souhaitent la dissolution de ce mouvement étudiantin. Ces gens d'Ivoiriens viennent d'où? Pourquoi ils veulent qu'on dissolve la FESI? Je ne comprends pas. Pour éviter les violences sur les campus et dans les établissements publics. En dissolvant la FESI que la violence va cesser? C'est pas ça. Il ne faut pas se tromper de cible et d'objectif. La FESI est l'organisation la plus importante d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est une organisation structurée, puissante. Il y a des problèmes. Il y a un assassinat. Mais faisons les enquêtes. Mais pourquoi on ne veut pas faire les enquêtes et puis on veut dissoudre une organisation? D'ailleurs, il ne veut pas au gouvernement de dissoudre une organisation. Ça doit faire par voie de justice. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui fait que les gens se précipitent? Moi, je ne comprends pas. On dit, il y a eu un mort. On commence les enquêtes. Le lendemain des enquêtes, on casse le siège de la FESI. On arrête le secrétaire général et beaucoup de ses camarades. On chasse les étudiants. On recherche d'autres. Même ceux qui font des communiqués pour expliquer, pour s'adresser à leurs militants, on les arrête. Non. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Donc pour vous, ce n'est pas normal. Hein? Je dis pour moi, ce n'est pas normal. Et je condamne cette toute activité syndicale et estudiantine étant interdite, mais pourquoi vous imaginez des... Est-ce que l'assassinat... Parce que des enquêtes sont en cours. Mais alors laissons les enquêtes s'achever. On commence l'enquête. Mais faire un communiqué, c'est défier l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Donc, à partir du moment où l'État parle, nous, on ne doit plus parler. Mais si les activités sont interdites, c'est normal. Attendez, les activités sont interdites, mais pas les déclarations.
Une déclaration, je trouve même que le Bureau national de la FESI a été responsable pour appeler ces militants au calme. Mais attends, vous croyez qu'une organisation comme la FESI, qui mobilise des milliers d'étudiants, vous allez régler le problème comme dans un marché et allez vous coucher? Mais il faut être sérieux. Nous, on a milité à la FESI. Pendant des années, ce mouvement était annoncé comme dissous. Mais on a contraint l'État de Côte d'Ivoire à réappliquer la FESI en 1997. Est-ce que vous pensez que la FESI que vous avez connue par le passé est la même FESI que vous voyez présentement? C'est la même FESI. C'est le même idéal de lutte contre toutes les injustices dans l'école ivoirienne. Bien. Il peut y avoir des problèmes de dérapage, mais la FESI, de mon point de vue, dans sa grande majorité des militants, reste un mouvement étudiant engagé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Après, il y a des difficultés, il faut qu'on s'asseye. Laissons d'abord les enquêtes aller à leur thème. S'il y a des coupables qui sont connus, identifions-les, condamnons-les. Mais après, laissez l'organisation se restructurer. Au lieu d'aller dans tous les sens et de faire croire que c'est la FESI qui est responsable de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Mais les gens qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire ici, vous ne les connaissez pas? Ils sont tous militants de la FESI. Mais il ne faut pas aussi que certains Ivoiriens, oui, il faut dissoudre. Mais si on devait dissoudre des organisations parce qu'elles ont eu des accompagnements des armes, il y a beaucoup de gens qui parlent qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Merci Guillaume Bato. Alors cette situation a conduit à la prise d'un arrêté ministériel pour interdire toute activité syndicale et estudiantine. Est-ce qu'on peut parler ici d'atteinte à la liberté d'association? Oui, absolument. J'allais le dire tout à l'heure quand vous avez posé la question sur la dissolution. Ce n'est pas du droit du gouvernement de se comporter ainsi. Parce qu'au nom de la liberté d'association et aussi au nom de la liberté syndicale, on ne peut pas dissoudre la FESI. On ne devrait pas le faire. Et une dissolution, et c'est pour ça que nous luttons contre l'ordonnance, parce qu'il y a une ordonnance qui a été prise, dit-on, pour organiser les organisations de la société civile, et les organisations syndicales en font aussi partie. C'est pas normal qu'un gouvernement décide de dissoudre une association. Une association a ses objectifs. S'il y a certains responsables de cette association qui se sont rendus coupables de quelque chose, on les juge, on en tire les conséquences, mais cela ne devrait pas déteindre sur l'association qui a ses objectifs. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une atteinte ici. Mais là, c'est l'interdiction des activités syndicales, ce n'est pas une dissolution. On est clair là-dessus. Oui, mais on se comporte comme si c'était une dissolution. Quand on interdit, d'abord même le fait d'interdire les activités syndicales, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une atteinte à la liberté syndicale. Il n'y a pas que la FESI qui soit une organisation, un syndicat d'étudiants, voilà. Et ça, on l'étend à tout le monde. Déjà, ça, c'est un problème par rapport aux autres organisations. S'il se pose des problèmes, et il y en a tellement sur les campus, qui va porter la parole des étudiants? Donc là, c'est une atteinte même à la liberté d'expression de tous les étudiants en général, et ça, c'est pas normal. Merci. Guillaume Bato, finalement, toutes les associations estudiantines payent les conséquences des actions de la FESI à travers cette décision, cet arrêté ministériel. Oui, mais moi, je ne les entends pas, je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas. Il faut que ces organisations aussi parlent. Ils vont parler, on les met en prison. Les gens ont fait communiquer, on les a mis en prison. Il faut toujours parler. Nous sommes là sur le plateau. Mais ils respectent la loi, ces derniers respectent la loi. Il faut d'abord dénoncer cette attitude. Il faut dénoncer cette attitude. Ce communiqué, cette décision du gouvernement est attaquable, est critiquable, en tout point de vue. Moi, je pense que le gouvernement, les autorités étaient sur le bon chemin. Après, le procureur de la République a ouvert une enquête. Rapidement. Donc, pourquoi les gens se précipitent? Ou bien ils n'ont pas confiance au procureur de la République. Ils n'ont pas confiance en notre justice. Ce serait grave. Parce que de mon point de vue, ce qui aurait été inquiétant, c'est que les autorités soient muettes sur la situation. Mais dès le lundi, il y a eu un communiqué du procureur de la République pour informer l'opinion nationale et annoncer que les enquêtes sont ouvertes. Après tout, on doit laisser la justice faire son travail. Aller au bout, et le procureur fait le point régulièrement de l'avancée des enquêtes. Mais on ne fait pas ça, parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait plus quel est le sujet. Est-ce que c'est le sujet de l'assassinat du général Sorcier ou c'est le sujet du règlement de compte avec la FESI? Il y a un problème. Alors cela laisse paraître un manque d'assurance à l'horizon quant au respect des droits des élèves et étudiants. Si la situation reste telle, il n'y aura plus de moyens de revendication pour ces derniers. Je vous dis que la FESI et l'ensemble des étudiants se donneront toujours les moyens de poser leurs problèmes.
Parce que tant qu'il y a la vie sur la terre, il y a des difficultés, il faut les régler. Il y a aussi des amalgames au niveau du rôle de la FESI, association, syndicat, on n'arrive pas à comprendre alors, par moment. Si on veut parler stricto sensus, les élèves n'étant pas des travailleurs, on ne peut pas parler de syndicat en tant que tel, mais c'est une association. C'est une association à caractère syndical, on va dire ça comme ça. Parce que ce sont les élèves qui ne sont pas associés à un contrat de travail. Mais est-ce que la FESI a été créée à partir de la loi de 1995 sur les syndicats? Non. La FESI est une association. Comme j'explique, puisque les syndicats, de façon intrinsèque, il y a un rapport de subordination entre un employeur et un employé. Mais les étudiants n'étant pas des travailleurs au sens du code du travail, mais on peut dire que c'est une association à caractère syndical. Parce qu'elle pose les problèmes des élèves et étudiants. Mais à partir de ce moment, qu'elle soit syndicat ou pas, c'est pas ça qui est le problème. Est-ce que la FESI est représentative? Oui. Elle est largement représentative des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, c'est une organisation avec qui il faut discuter. Et s'il y a même des problèmes en interne, on doit plutôt les aider à régler ces problèmes au lieu de chercher à décapiter la structure. Merci. Puis, Cheikh Ba, les réactions sur la même question. En principe, comme la FESI a été créée avant 1995, c'est certainement sur la base de la loi sur les associations de 1960, voilà, qui vient d'être abrogée par la fameuse ordonnance. Et donc, normalement, elle défend les intérêts des étudiants et on ne devrait pas empêcher cela. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur les campus, on les connaît. Et il faut bien qu'il y ait une structure qui porte la parole des étudiants. Et comme la FESI est la structure la plus représentative, suspendre les activités est un délit même que le gouvernement commet. Mais en plus... Est-ce que la FESI aussi ne commet pas un délit en faisant, par exemple, l'interruption des cours dans les établissements? Ce n'est pas un syndicat, c'est une association. L'interruption des cours, ça dépend de comment ça intervient. En principe, ce n'est pas normal. En principe, ce n'est pas normal. Mais comme on le dit là, tout dépend de l'environnement. Quand vous avez des revendications, qu'on vous écoute, qu'il y a la négociation, il n'y a pas de raison que les gens prennent des décisions extrêmes comme interrompre les cours. Voilà. Le problème ici avec nous, c'est que le dialogue social n'est pas permanent. Et puis, il n'est pas, comment on va dire ça, les principes du dialogue social ne sont pas respectés. Normalement, tous ceux qui sont dans le gouvernement sont au service des populations. Quand on est au service des populations, on doit être à l'écoute des populations. Donc, quand il y a un groupe qui exprime, qui représente les intérêts d'une catégorie de la population, qui exprime des besoins, il faut les écouter, négocier, trouver des solutions. Bon, ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait que les gens prennent des décisions extrêmes comme les grèves et autres. Alors, au-delà de la sécurité, cet incident pose la question de l'éducation et des valeurs transmises aux jeunes. La violence devient-elle un mode de fonctionnement toléré dans nos universités? C'est la question que je vous pose. Moi, je dirais oui, parce que le phénomène de la violence n'est pas nouveau. Et on n'a jamais vu le gouvernement prendre des décisions qui vont dans le sens d'extraire la violence de l'école. Est-ce qu'on dira les gouvernements? Est-ce qu'on dira les gouvernements? Oui, on peut dire les gouvernements, puisqu'il y a longtemps que le phénomène existe. Et les gouvernements n'ont jamais pris de décision, à ma connaissance, qui permettent d'extraire la violence de l'école. Bien au contraire, quand, par exemple, à l'éducation nationale, on décide de faire en sorte que les éducateurs et les enseignants n'aient plus la possibilité de punir les élèves perturbateurs, on accroît encore les pouvoirs des élèves et ça fait qu'ils ne respectent plus. Parce que c'est de là, hein, c'est du manque de respect là qu'on débouche aussi à la violence. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que la responsabilité est surtout aux différents gouvernements qui se sont succédés. Parce qu'on n'a pas trouvé de solution à ça, ça continue jusqu'à quand ça va dans les assassinats. Bien, Guillaume Bato, si vous aviez la responsabilité de réformer les universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelles seraient vos priorités pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise? La priorité, d'abord, il faut reconnaître à chacun ses droits. Reconnaître à l'État, la puissance publique, d'organiser les universités, mais reconnaître aux enseignants, aux étudiants, leur droit à participer à la vie de nos campus. Or, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que l'État veut être seul acteur. Elle ne veut entendre personne. Voilà. Aucune discussion sérieuse
avec les syndicats d'enseignants, aucune vision sérieuse avec les syndicats d'étudiants. Ils ne sont pas associés à la gestion des campus. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, il y avait une réforme assez importante qui permettait aux étudiants, aux enseignants de participer à l'élection des présidents d'université. Cette réforme a été supprimée. Ils sont revenus à l'ancienne méthode qui permettait justement directement de nommer les présidents d'université. Voilà. Il faut que l'État, on est revenu à l'État autoritaire. Il faut que l'État accepte que chacun puisse, le dialogue, chacun puisse jouer son rôle. Il n'est pas seul. Vous ne pouvez pas être dans une famille et puis vous voulez faire tout à votre tête. Non, ce n'est pas comme ça. Ici, on a l'impression que quand on n'est pas au pouvoir, on n'est rien. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas au pouvoir, mais on vit aussi dans la société. Mais c'est nous qui votons. Donc aujourd'hui, la première des priorités, et c'est pour ça que je dis, la façon dont la FESI est traitée aujourd'hui est la meilleure, la pire des façons. Parce que vous imaginez que tous ces militants de la FESI, qui sont des dizaines de milliers, mais ils ne vont pas accepter les bras croisés, la décapitation de leur mouvement. Ils vont s'organiser. Et ça va entraîner encore d'autres violences, malheureusement. Cette fois-ci, entre l'État et les étudiants, parce que c'est ce qui a toujours été malheureusement dans ce pays. Donc, il faut vraiment, c'est la première des choses. Mais il y a des étudiants qui saluent cette décision de l'État de Côte d'Ivoire. Mais les étudiants, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que si la FESI n'est pas là demain, c'est eux les prochaines victimes. Et ce qu'ils ne savent pas. La FESI aujourd'hui, quelque chose que ce qu'on peut lui reprocher, c'est l'instrument de lutte des étudiants. Si la FESI est décapitée, c'est les étudiants qui se réjouissent parce qu'ils croient qu'ils sont à l'abri. Mais demain, quand on va augmenter les frais de scolarité, quand on va augmenter les frais de chambre, parce que l'État, ça y est, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, vous avez su un moment où les frais de scolarité étaient proposés jusqu'à 350 et quelques mille. Quand on va augmenter les frais de transport, quand on va augmenter les frais de chambre, ils n'auront personne pour les défendre. C'est en ce moment-là. On dit chez moi que le cafard qui se moquait de la fourmi, mais malheureusement, avant de se rendre compte, il était dans le gésier de la poule. Donc ces étudiants qui saluent les brimades contre la FESI, ils n'ont rien compris. Merci. Puis Chérif Balé, que proposez-vous pour éviter en tout cas des drames, de futurs drames dans le système universitaire ivoirien? Oui, tout passe par le dialogue. Il faut que l'État convoque toutes les associations d'étudiants et même les responsables de la FESI, y compris les responsables de la FESI, pour faire un diagnostic de la situation sur les campus, de leurs relations, de ce qu'ils souhaiteraient pour l'université. Et c'est en fonction des recommandations qui vont sortir de ces échanges-là qu'on pourra réformer le système, parce qu'on ne peut pas le réformer sans la contribution de chacun des acteurs, parce que chacun a sa part à jouer. Ce problème qui se pose là, il n'est pas imputable à la FESI uniquement. Chacun a sa part de responsabilité. Donc c'est tous les acteurs qui devraient s'asseoir. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que le gouvernement fait du 2 poids 2 mesures. Parce que ces violences à l'université, là, en dehors de ça, on a aussi des violences dans le domaine du transport. Parce que c'est les mêmes syndicats, là. Avec ce qu'on appelle les Niambro. Les Niambro, voilà. On n'a jamais vu l'État intervenir dans ce problème-là, alors que ça crée beaucoup de désagréments. Mais qui aide aussi souvent la population. Qui aide souvent la population. Quand un chauffeur de Baka dit par exemple que le tarif est de 500 francs, on voit par moment des Niambro qui disent non, c'est 300 francs ou personne ne monte. Non, moi, je n'ai jamais eu ce témoignage-là. Mais ils sont plus nuisibles qu'utiles. Ils sont plus nuisibles qu'utiles et ils sont très violents. On ne sait même pas, leur syndicalisme là même, c'est par rapport à quoi, parce qu'on ne les a jamais vus porter les revendications de qui que ce soit. Ils sont là pour encaisser de l'argent sur des activités qu'eux-mêmes ils n'ont pas générées. C'est du banditisme à visage découvert et l'État ne fait rien par rapport à ça. Et c'est maintenant ce problème de FESI là qui leur fait tellement mal qu'ils prennent des décisions démesurées. En tout cas, il faut que l'État se ressaisisse parce que ce n'est pas comme ça qu'on gère les populations. Guillaume Bato, en somme, quelle analyse faites-vous au sujet des conséquences de cette affaire du meurtre du général Sorcier sur le système universitaire ivoirien? Je crois que... le monde universitaire, pardon. Je crois que le gouvernement en fait un peu trop. Voilà. Attends, c'est que même surtout comme les gens comme nous qui ont condamné l'assassinat du camarade Deagoué,
on commence à se poser des questions. Voilà, on commence à se demander, mais est-ce que c'est vraiment à cause de ce problème ou il y avait un autre problème avant? C'est ça, et c'est le mal de notre pays. Peut-être qu'on profite pour régler tous les problèmes. Oui, mais c'est pas comme ça se comporte. Dans un pays civilisé, un pays structuré, c'est pas comme ça qu'on se comporte. On ne guette pas ses propres citoyens comme si on les attendait au tournant. Non, un État n'a pas à jouer à cache-cache à ses citoyens. S'il y a des problèmes, vous les posez et on en discute. Vous n'attendez pas pour profiter d'un incident, si malheureux soit-il, pour aller dans tous les sens. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, les étudiants sont à la rue, la FESI est traquée, bon, la société va même diviser sur la question, et on ne sait plus où on s'est... Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne et qu'on se calme, que tout le monde se calme, qu'on laisse les enquêtes aller jusqu'au bout, et qu'on puisse, s'il y a des responsables qui ont été identifiés, qu'ils soient traduits devant la justice, dans un procès équitable, qu'ils se défendent, et que s'ils sont jugés coupables, qu'on les sanctionne. Et qu'après, on laisse la possibilité à l'organisation de donner de nouveaux dirigeants. Merci Guillaume Bato. Nous allons marquer une courte pause. C'est pas le Hamas ou bien le djihad islamique. Chers téléspectateurs, on revient juste dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission, juste après la pub. Voilà, nous sommes dans la seconde partie de cette émission consacrée au VTC, prélèvement de 4% par la Direction générale des impôts désormais sur les montants de course. En tout cas, les prélèvements, les contrôles ont débuté ce lundi. Plus cher Balé, quelle lecture faites-vous de ce prélèvement des 4% sur chaque course des VTC? D'abord, c'est un prélèvement qui est de trop parce que avant cela, tous les chauffeurs de taxi, qu'ils soient VTC ou pas, étaient soumis à une taxe de 135 500 l'année. Et lorsqu'ils ont voté l'année fiscale 2024, c'est l'article 26 qui a institué cette taxe de 4%, ce prélèvement de 4% sur les VTC, et en retour, ils annulaient la patente de 135 000. Nous, on pense que c'est une taxe de trop parce que c'est nous, les consommateurs, qui payons pour cette augmentation-là. Actuellement, d'après les échanges que nous avons eus avec les propriétaires de VTC, quand vous prenez une course éco, c'est 18%. Et quand vous prenez une course confort, c'est 22 à 23%. Donc, il dépasse même parfois les 4% pour aller jusqu'à 5%. Et ça, c'est le consommateur qui paye pour ça. Donc, nous, on ne peut pas être d'accord pour cette augmentation qui va venir encore s'ajouter sur la cherté de la vie. Et toutes les fois même que nous faisons nos courses depuis le début de cette année, on constate même une augmentation du coût des courses. Et donc, nous, on pense que ce n'est pas bon du tout. Donc, la population paye les frais oui, c'est nous qui payons toujours. C'est nous qui payons toujours. Guillaume Bato, est-ce que, selon vous, c'est une mesure excessive? Oui. Je crois que il faut peut-être repenser la fiscalité en Côte d'Ivoire. Parce que la fiscalité doit être utile, doit aider à la consommation, doit aider à la croissance, etc., etc. Le secteur des VTC aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui emploie beaucoup de jeunes sans emploi. Okay? Mais quand vous discutez avec eux régulièrement, les chauffeurs de VTC, qui sont les plus nombreux, de plus en plus dénoncent la régression de leur gain. Et ça, moi j'ai parlé à beaucoup de chauffeurs qui se disent « Ah, oui, mais monsieur Boato, à cette allure, nous on va abandonner, faire autre chose ». Donc ça aussi c'est important. Quand l'État prend un certain nombre de décisions, il doit mesurer les conséquences sociales et économiques sur les populations les plus vulnérables, notamment sur les chauffeurs, mais aussi sur la population, comme l'a dit Madame la Présidente, qui, en dernier ressort, c'est elle qui paye. Voilà. Nous sommes dans un système où déjà, il y a beaucoup de choses qui sont très... Le loyer à Abidjan est hors de prix. Sur les marchés, les produits de première nécessité sont hors de prix. Le transport, on a du mal à se déplacer. Quand vous allez dans les gares de bus ou dans les taxis communaux, où c'est des longs rangs, comme vous voyez, vous-même, vous avez souvent même pitié de nos concitoyens. Parce que tout est problème.
Vraiment. Même quand vous allez à la banque pour régler un problème, mais c'est de l'aura, etc., etc. Donc, il faut quand même que dans les décisions que l'État prend, on pense aux citoyens lambda, on pense au pouvoir d'achat. Dans d'autres pays, ça fait débat. Bon, chez nous ici, personne n'en parle. Mais sans pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, le gouvernement affirme que cette taxe est nécessaire pour réguler un secteur en expansion. Le sacrifice des entrepreneurs est-il donc justifié avec ces 4%? Oui, mais ce n'est pas les entrepreneurs qui sont sacrifiés, ce sont les populations. Parce qu'on l'a dit, au final, toutes ces taxes sont répercutées sur le cours des courses. C'est ça qui est la réalité. Donc, comment on dit, pour réguler, moi je ne comprends pas bien les mots. Bon, pour réguler, on a bien augmenté. Un secteur qui n'est pas organisé, voilà. Donc, Et on a même vu par le passé les chauffeurs de taxi-compteurs qui avaient soulevé des plaintes par moment sur des taxes qui ne sont pas prélevées au VTC. Est-ce que les chauffeurs de taxi-compteurs ont demandé qu'on augmente le coût des courses sur les VTC? Non. Les chauffeurs de taxi à l'époque ont estimé que les VTC leur faisaient la concurrence déloyale parce qu'eux, ils payaient un certain nombre de taxes, etc., etc. Mais ce problème a été réglé. Oui, oui, ils ont harmonisé. Ils ont harmonisé. Mais ils n'ont pas demandé qu'on augmente les coûts de transport. Non. Il faut vraiment qu'il y ait toujours... Et ce que moi je déplore, on a dit un peu dans le cadre de la FECI, ce que moi je déplore, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne discute pas avec les acteurs. Toujours. On prend les décisions et puis les gens réagissent et après ça devient des conflits. Alors que dans des pays modernes, on discute avec les acteurs, le gouvernement présente ses prétentions, les explique, ceux qui sont concernés réagissent et on s'accorde sur ce qui est essentiel et utile pour tout le monde. Voilà. Mais ici, le gouvernement est en amont, en aval, au milieu, à gauche, à droite. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour mettre de l'ordre, peut-être. Mais pour mettre de l'ordre, vous ne pouvez pas mettre de l'ordre sans associer ceux qui sont concernés. Sinon, c'est vous-même qui créez le désordre. C'est ça. Bien, alors nous allons marquer une courte pause. L'Association des entrepreneurs de VTC a tenu une conférence de presse jeudi dernier à Cocody. Ils ont répondu aux mesures de la Direction générale des impôts concernant le prélèvement de 4% sur chaque course. Stéphane Kwasi, Saint-Tiche Mobio, reportage. Les responsables de l'Association des entrepreneurs des véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire, ASEN VTC-CI, ont tenu ce jeudi 3 octobre 2024 une conférence de presse dans la commune de Cocody. L'objectif, répondre au récent communiqué de la Direction générale des impôts, publié le 25 septembre, annonçant des contrôles rigoureux sur la collecte des 4% de prélèvement à la charge des propriétaires de VTC. Ces vérifications sont prévues sur 2 périodes, du lundi 7 au mardi 15 octobre, puis du lundi 4 au mardi 12 novembre prochain. Il est question que nous apportions la preuve que les 4% du montant des courses ont bien été prélevés et reversés dans les caisses de l'État afin que nous puissions continuer à travailler à partir de lundi. Nous n'avons pas les moyens d'apporter la preuve qu'ils sont payés. Ce sont les personnes qui peuvent le faire. Et donc, il serait bien que l'État se rapproche des plateformes et qu'ensemble, ils trouvent une solution à ce problème. Brice Sabo, porte-parole des associations et syndicats des conducteurs de VTC, a saisi l'occasion pour exprimer l'inquiétude de ses collègues. Il a appelé les autorités à revoir cette mesure qu'il juge inadaptée aux réalités du secteur. On demande à l'État de penser à toute cette jeunesse-là et de penser aussi aux citoyens qui vont se déplacer le lundi et de pouvoir trouver une solution très rapide. Pour rappel, l'article 26 de l'annexe fiscale 2024 instaure un prélèvement à la source à la charge des propriétaires de véhicules de transport public, qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises utilisant des plateformes de mise en relation en ligne. Ce prélèvement, fixé à 4% du montant de chaque course, est perçu par les exploitants des plateformes et dispense les propriétaires de la patente transport. Le recouvrement de cette taxe suit les mêmes règles que celles de la TVA. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Bucherik Balé, quel commentaire faites-vous après avoir vu ce reportage? Bon, ce reportage, enfin, ce que les propriétaires ont dit est tout à fait logique. Et on a l'impression que l'État réfléchit pour créer des problèmes plutôt que de trouver des solutions. Parce que c'est tellement incompréhensible d'avoir un système qui est basé sur une plateforme de mise en relation qui gère tout à part. Et puis, on veut faire un contrôle, on veut instituer un contrôle
où on va demander au chauffeur de donner des preuves que lui, il n'a pas. Franchement, c'est tellement étonnant que, bon, on se demande parfois si ceux qui prennent ces décisions-là le font avec toute leur lucidité, parce que c'est vraiment aberrant. Bien, Guillaume, votre réaction. Oui, mais les plateformes, quand vous passez une commande, le coût qui s'affiche sur votre téléphone et le téléphone du chauffeur, vous ne faites que le payer au chauffeur. Mais les répartitions, comme l'a dit Madame la Présidente, les répartitions sont faites déjà à la base. Soit avec les plateformes initiales, Yango, Hitch, etc., ou avec les propriétaires. Bon, le chauffeur qui est dans son véhicule, comment il peut prouver que sur les... Par exemple, pour venir chez vous ce matin, j'ai payé 6 500 francs. Ces 6 500 francs, les 4% sont déjà prélevés à la base. Mais comment le chauffeur qui m'a envoyé chez vous peut prouver à un policier ou à un agent des impôts que ces 4% sont partis dans les caisses de l'État? Bon, il y a un problème. Et c'est pour ça que nous disons qu'avant de prendre les décisions, il faut discuter. S'ils avaient discuté, les propriétaires, les entreprises et les propriétaires de plateformes leur auraient expliqué que c'est difficile en l'État. Ou que ce n'est pas aux chauffeurs qu'il faut poser la question, il faut plutôt poser la question aux plateformes. Voilà. Qui doivent, puisqu'il y a une traçabilité, donc sur la base de la traçabilité, de la répartition qui est faite, vous prouvez qu'ils payent les 4% aux impôts. Mais pour moi, même, ce n'est pas le plus important. Est-ce que les 4% sont justifiés dans le contexte actuel? Parce qu'on a dit, au final, les entrepreneurs de VTC ne sont pas des philanthropes. Si vous mettez des impôts, ils les répercutent sur le consommateur. Voilà. Donc la question qui se pose même, est-ce que ces 4% sont justifiés? Moi, je pense que non. C'est un secteur qui est en train de prendre de l'importance. Il faut l'encadrer, l'encourager pour exiger donc de ces propriétaires, de ces entreprises, de créer des conditions idoines pour ces jeunes qui travaillent. Les déclarer à la CNPS, leur permettre d'avoir leur carte CEMU, etc., etc. Voilà. Mais on est en train d'étouffer à travers de multiples impôts et les consommateurs et les entreprises pour que ces jeunes-là, vous avez entendu le porte-parole des chauffeurs qui a dit qu'il faut que l'État pense à toute cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui en train de conduire les Yango faute d'emploi décent. Il y a aussi les conséquences sur la population, comme l'a dit Pluchéric Balé. Absolument. Puisque c'est nous qui payons au final. Donc, je crois qu'il faut aussi interpeller nos associations de consommateurs pour qu'elles se réveillent un peu. Parce que c'est vrai, l'État veut créer un faux débat. Mais notamment les syndicats des VTC. Oui, ils font ce qu'ils font. Mais il y a les syndicats qui saluent la décision. Oui, mais je vous dis qu'il y a des gens qui n'ont rien compris dans ce pays. Dans ce pays, il y a des gens qui n'ont rien compris. Voilà, eux, ils saluent, on ne sait pas quand on va demander vous saluer pourquoi. Et ils ne vont pas vous répondre. Ils ne vont pas vous répondre parce qu'on doit saluer. Non, on ne salue pas tout. Pour un syndicat même qui salue au gouvernement, le syndicat est suspect. Ah. Moi, dans ma vie antérieure, j'ai été syndicaliste pendant plusieurs années. Un syndicat qui salue le gouvernement, il est suspect. Voilà. Parce que sinon, quel est son rôle? Je dis, en quoi est-ce que la décision les arrange pour que lui puisse saluer? Si c'est pour saluer, mais il n'a qu'à aller travailler dans le cabinet. Bien. Puis, Cheikh Balé, pensez-vous que cette taxe peut avoir un impact durable sur l'offre des VTC en Côte d'Ivoire? Les taxes. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des taxes qui asphyxient tout le monde puisque ça rend le marché plus cher et ça fait que finalement le propriétaire lui-même n'a pas assez de bénéfices parce que les 4% qui se sont ajoutés là, c'est sur son bénéfice que ça s'enlève. En plus de cela, ils subissent les affres de la vidéo-verbalisation. Moi, j'ai parlé avec un chauffeur il n'y a pas longtemps, il dit qu'il paye au moins 300 000 francs par mois pour la vidéo-verbalisation. Et rien que conduit mal, il ne respecte pas le code de la route, c'est normal. Non, non, non. Ça, là, on ne va pas revenir sur ce sujet, mais on peut vous dire que le système est tellement défaillant que même quand un véhicule est garé, il a des infractions. Donc, vous imaginez ceux qui roulent tout le temps, comment on peut abuser d'eux avec ce système défaillant-là. Donc, ces taxes-là viennent accroître les charges des propriétaires parce que ça diminue leur marge. Du coup, l'impact
il ne peut pas être durable. Au contraire, on peut tuer le secteur parce qu'on demande aux gens d'entreprendre. Après, on prend des taxes pour les étouffer. Je me plaignais la dernière fois de certains entrepreneurs qui m'ont approché pour dire que dès que tu t'en vas déclarer ton activité, même si tu n'as pas encore commencé, tu commences à payer les impôts. On ne cherche même pas à savoir si tu as démarré. Le fait d'avoir déclaré là, tu commences à payer automatiquement. Donc il faut vraiment qu'on revoie la fiscalité en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on veut remplir les caisses de l'État, mais en même temps, quand ces fonds-là rentrent, il faut mieux les gérer pour éviter d'avoir à augmenter les taxes et à faire payer les citoyens, à faire disparaître les entreprises finalement. Alors pour conclure avec vous, est-ce que ces taxes sont une nécessité fiscale ou un coût de trop, un coût dû de trop pour un secteur déjà en difficulté? Oui, c'est un coût dû de trop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un coût dû de trop parce que les chauffeurs se plaignent que leurs revenus ont diminué, les propriétaires se plaignent. Il y en a même là, à cause de tout ça, qui ont carrément arrêté. Donc, en fait, ceux qui se plaignent là, ils veulent continuer d'abord parce que c'est leur activité, c'est tout à fait normal, mais ils veulent aussi garantir les emplois et tout. Donc, c'est clair que c'est vraiment négatif. Bien, on aura l'occasion avec vous d'inviter sur ce plateau un syndicat qui salue cette décision du gouvernement. Oui. Sinon, de la Direction générale des impôts. Il faut plutôt inviter deux syndicats. Un qui salue et un qui ne salue pas. Et puis, ils vont donner leurs arguments. On a déjà deux syndicats qui ont des positions différentes. Le syndicat des entrepreneurs de VTC, puis le syndicat des chauffeurs de VTC qui saluent cette décision, qui seront sur ce plateau, en tout cas au cours de cette semaine. Guillaume Bateau, pour terminer, est-ce que c'est nécessaire, cette décision? Moi, je vous ai dit qu'elle n'est pas nécessaire. Voilà, elle n'est pas nécessaire. Et même si elle était nécessaire... Même pour encadrer le secteur, ce n'est pas nécessaire. En quoi est-ce qu'une taxe encadre un secteur? Un secteur, c'est pour payer les gens un encadrement. Bon, faut qu'on... Non. Je dis que ce n'est pas le moment. Les difficultés sont telles qu'il ne faut pas en rajouter. C'est quand le moment alors? Quand le secteur sera florissant, quand le gouvernement va prendre des mesures pour réguler effectivement, pour que les entrepreneurs, par exemple, qu'on étende le réseau à l'ensemble, par exemple, des villes de Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que vous savez que le VTC, on l'a pour le moment que dans le Grand Abidjan et un peu à Yamoussoukro, et Boaké légèrement. Bon, il faut travailler à ce que ce soit des services qui soient accessibles à l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire national. Peut-être. Quand on va faire grandir le gâteau, effectivement, l'État pourra prendre sa part. Mais le secteur est en expansion, est en train de se développer. Et on décide donc de mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, des entrepreneurs, les chauffeurs, les consommateurs. Alors qu'il y a des grandes entreprises, quand c'est les multinationales qui s'installent, on les exonère d'impôts sur plusieurs années. Il y a quelque chose qui ne va pas. On veut créer des entreprises locales. Les locaux se débrouillent pour avoir quelques petits fonds, encore que les banques, pour prêter aux gens, c'est compliqué. Et après, on leur mélange les pédales avec des taxes à n'en point fini. Je crois qu'il y a une réflexion à mener pour faire en sorte que ce secteur-là, qui aujourd'hui, je le dis, emploie beaucoup de jeunes Ivoiriens, puisse être consolidé, puisse offrir des conditions d'un travail décent. Et puis, dans le cadre d'une concertation globale avec l'ensemble des acteurs, on pourra voir s'il faut ajuster ou non. Ben, je crois que c'est un peu trop tôt et c'est une décision qui mérite que chacun des acteurs soit associé. Merci. Dans cette émission, nous avons deux rubriques qui viennent pour marquer la fin de l'émission. Le carton rouge et le chiffre du jour. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin, malheureusement, de deux sujets de cette émission. Place, mettons, chiffre du jour. Rubrique dans laquelle nos consultants, le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation. Voilà le premier carton de cette émission, de cette semaine avec Guillaume Bateau. Oui, bien entendu, mon carton rouge va à ceux qui ont décidé de la destruction du siège de la FESI. Je crois que l'État ne peut pas agir en dehors des règles communes. Madame la Présidente, sur ce plateau, a supposé que la FESI aurait été coupable de tout ce qu'on lui reproche, ce bâtiment pour lequel le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même allait donner de l'argent, pouvait servir à autre chose. Voilà, pouvait servir à autre chose. Mais aller le détruire sans qu'on ait situé les responsabilités dans ce qui est arrivé, je trouve ça
pas tout à fait normal. Donc carton rouge, je ne sais pas si c'est la direction du cours ou si c'est le ministère de l'enseignement supérieur. En tout cas, à eux tous, un carton rouge. Ils doivent se ressaisir dans cette affaire pour ne pas donner le sentiment de poursuivre d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec la recherche de la vérité dans le malheur qui est arrivé au général Saucier. Merci. Pichoy, les réactions sur ce carton rouge? Oui, il est très approprié parce que ça s'apparente même à un acte d'incivisme. J'ai coutume de dire qu'en Côte d'Ivoire, on a l'incivisme d'État. Parce qu'on a tous des droits, mais on a tous aussi des devoirs. Et c'est du devoir de l'État de protéger les biens et les personnes. Et là, il s'agit d'un bien de la FESI qui n'a rien à voir avec l'affaire qui est en cours. Et comme on l'a déjà dit, c'est un bâtiment qui est d'utilité publique, qui pourrait servir à tout le monde. Et donc, le détruire et le faire au nom d'une structure étatique, c'est vraiment inquiétant. C'est très, très inquiétant. Bien, à vous maintenant de faire votre carton rouge. Oui, mon carton rouge va à l'endroit de nos autorités judiciaires. On a été informé le samedi à 18 h que Dosso Charles Rodel, en charge de la société civile au niveau du PPACI, a été enlevé à son domicile par des personnes encagoulées. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce qu'il est. J'aimerais donner mon carton rouge aux autorités judiciaires parce que ce genre de comportements sont beaucoup trop récurrents. Hein. Il arrive que des gens soient enlevés et puis après, on les retrouve dans le système normal. Si on te retrouve soit dans une gendarmerie ou à la préfecture de police, ça suppose que ce sont des éléments des structures gouvernementales, étatiques qui auraient fait cela. Voilà, nous voulons dire qu'il y a des procédures. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on lui donne une convocation, il répond à cette convocation et la procédure suit son cours. Mais les enlèvements, là, je ne sais pas dans quelle partie du code pénal c'est inscrit, mais il y a un problème. Donc vraiment, je voudrais donner un carton rouge à toutes nos autorités judiciaires. Merci. Guillaume Bato, réaction ou question sur ces cartons rouges? Oui, je pense que d'abord, je voulais joindre ma voix à celle de tous ceux qui demandent la libération de M. Dosso Charles Rodel, que je connais très bien. Je pense effectivement aussi que notre pays a intérêt à se moderniser dans sa pratique. Et l'État a intérêt à se moderniser dans ses rapports avec ses citoyens. L'État peut avoir mille et une raisons d'interpeller un citoyen, quel qu'il soit. Mais il faut que cela se fasse dans la transparence, dans le respect des droits des uns et des autres. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on reproche à M. Dosso Charles Rodel, mais si tant est qu'on lui reproche des choses et qu'on lui a envoyé une équipe sur la part qu'on a envoyé quelqu'un, les gens le cherchaient, mais il faut communiquer. Il faut dire où il se trouve et ce qu'on lui reproche. On a vu le communiqué du procureur, ça n'a fait de mal à personne dans l'affaire Diagoué. Mais on peut dire à l'opinion, notamment à sa famille, parce que quand vous faites ce genre de choses surviennent, ils viennent sans mandat. Il y a une famille, il y a une épouse, il y a des enfants, il y a des parents. Leur dire au moins où la personne se trouve, qu'est-ce qui lui est reproché, pour que soit ses camarades politiques du parti ou sa famille s'organisent pour assurer sa défense. Mais si rien n'est dit, et le PPACI a fait un communiqué depuis quelques jours, et il n'y a aucune réaction. Personne ne dit non, on ne l'a pas enlevé, ou on l'a enlevé, voilà, ou on l'a envoyé. Ça devient inquiétant. Et ça contribue à discréditer notre État, et ce n'est pas bien. Nous rêvons d'un pays démocratique, où les institutions sont respectées, mais où les institutions, elles aussi, respectent les citoyens. C'est important pour nous. C'est pour ça que nous nous battons depuis notre temps d'enfance. On ne peut pas rester là, les bras croisés, et ne pas réagir face à cette situation, parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien, nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation ivoirienne ou de d'autres nations. Le chiffre du jour concerne la Côte d'Ivoire, 37,4. C'est un pourcentage. Eh bien,
En Côte d'Ivoire, on estime que le cacao est à l'origine de 37,4% de la déforestation. Et pour restaurer et préserver la forêt, le Conseil Café Cacao a lancé en 2021 un programme qui a permis, je rappelle, de distribuer plus de 8,5 millions de plants aux producteurs. Alors, les chiffres sont énormes. Le cacao contribue à 37,4% à la déforestation en Côte d'Ivoire. Il faudra moderniser l'agriculture. Oui, avant de parler de la modernisation de l'agriculture, la déforestation même est un thème qui est très important. Et apparemment, ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement. On est fiers d'être premier producteur de cacao et justement ce cacao-là, il sort d'où? Il sort d'où? Des champs. Oui, il sort des champs, mais il sort aussi des forêts classées. De même que des parcs et réserves où on ne devrait pas pratiquer l'agriculture. Et si on pratique l'agriculture là-bas, on ne va pas accuser les paysans parce que pour les forêts classées, on a créé l'assaut de fort. Et pour les forêts, les parcs et réserves, on a créé l'OIPR. Ça veut dire que l'assaut de fort ne fait pas son travail, ça veut dire que l'OIPR ne fait pas son travail. Donc, ce n'est pas l'agriculture qu'on va accuser en tant que telle. On doit accuser le manque de contrôle et le manque de surveillance de tous ces espaces-là. Parce que si on les surveillait bien, on ne fait pas une plantation en une nuit. Les gens arrivent, ils ont le temps de planter, d'entretenir jusqu'à ce que ça grandisse. Et puis c'est après, maintenant, on crie pour dire non, les gens pratiquent, les gens ont infiltré les forêts. Donc, c'est vrai que l'agriculture pratiquée en forêt contribue à la déforestation, mais la plus grande responsabilité, c'est celle de l'État qui devait protéger ces massifs forestiers-là contre les infiltrations. Bien, il y a la responsabilité aussi de la population et puis également, il faudra moderniser l'agriculture, un point aussi important. Oui, la population, sa responsabilité est limitée. Vous savez pourquoi? C'est pour la simple raison que la plupart des forêts classées appartenaient à certaines populations. C'était dans leur patrimoine. Et puis l'État est venu classer ça. Donc, quand les gens se rendent compte qu'ils ont accepté de céder une partie de leur patrimoine, parce que tout ça, c'est pour garantir l'équilibre écologique. Mais quand ils se rendent compte qu'eux, ils ne touchent pas à ça, et puis d'autres personnes, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ces forêts-là. Et d'autres personnes qu'eux, ils n'ont pas installées, viennent exploiter cet espace-là. Quand eux, ils ont besoin de terre, bon, ils s'en vont aussi. Donc, il y a un problème, comme je dis là, la majeure partie du problème relève du gouvernement parce qu'il y a une communication aussi à avoir avec ces populations riveraines des forêts pour que ces forêts-là soient protégées. Maintenant, pour la modernisation de l'agriculture, c'est évident qu'on ne peut pas continuer comme à l'ère de je ne sais quoi, où on utilisait les instruments manuels pour pratiquer l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture peut se moderniser et c'est une question de volonté politique. Le président Oufoué avait créé beaucoup de sociétés d'État à cet effet. Bon, malheureusement, les gouvernements qui ont suivi n'ont pas poursuivi cette politique-là et les paysans étant pauvres, ils n'ont pas les moyens de s'offrir tout le matériel agricole qu'il faut pour pratiquer une agriculture moderne. Bien, Gang Bato, le cacao est à l'origine de 37,4% de la déforestation en Côte d'Ivoire. Ça doit nous interpeller. Oui, ça doit nous interpeller et ça doit nous interpeller sur notre capacité à anticiper. Voilà, parce qu'on savait depuis longtemps, depuis toujours, que le cacao serait produit en forêt. Et que si le cacao est produit en forêt et que l'État lui-même a encouragé les paysans à produire de plus en plus de cacao, c'est que les forêts auraient été détruites de plus en plus. Mais est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'on a prévu? On se dit, bon, de 1960 à telle date, voilà ce que le cacao va coûter en termes de forêt, et voilà les mesures d'accompagnement ou les mesures compensatoires qu'on va prendre, soit pour produire plus de cacao sur des espaces plus réduits, ou pour régénérer les forêts quand les vergers deviennent vieux. Bon, on n'a rien prévu, on est assis, et aujourd'hui, on se rend compte que les dégâts sont énormes. Donc, il faut que nos pays apprennent à anticiper. Quand vous regardez, vous écoutez l'actualité dans le monde, vous voyez en Europe,
en Amérique, en Asie, les gouvernements prévoient ce qui va se passer dans 20, 30 ans, font des programmes qui prennent des dispositions dans 20, 30 ans. Quand on lançait la généralisation de la production du cacao comme principal produit d'exportation de notre pays, il fallait aussi anticiper sur la disparition de la forêt, se dire, bon, comment on fait pour accompagner cette politique-là? Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Nos parents, jusqu'à aujourd'hui, continuent de faire la culture du cacao de façon extensive, de brûler les arbres, etc. etc. Ouais. Il faut revoir. Il faut des politiques vigoureuses, améliorer la productivité des plants à l'hectare, pour que, par exemple, ce qu'on utilisait, le cacao qu'on pouvait avoir sur 1 hectare, si on peut le produire sur un demi-hectare ou sur moins que ça, on va gagner de l'espace et la politique de reboisement aussi doit accompagner. Beaucoup de structures ont été créées, mais on voit bien qu'elles font souvent du surplace. Les objectifs ne sont pas atteints et d'année en année, entre ce qui est détruit et ce qui est régénéré, il y a des gaps. Et c'est important, il faut saluer la prise de conscience actuelle, mais il faut passer de la parole aux actes. Le Conseil Café Cacao a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que la forêt. Par exemple, il y a les routes. Il y a beaucoup de zones de production où il n'y a pas de route. Oh, le Conseil Café Cacao est assis, il y a des milliers à Abidjan. Tu vois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Merci Guillaume Bato. Voilà. Merci Puchéric Balé. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Retenez surtout que l'université ivoirienne et le secteur des VTC traversent des périodes de tension, mais des solutions peuvent émerger si les bonnes solutions et décisions sont prises. Nous espérons que des discussions contribueront à une meilleure compréhension des enjeux actuels. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain dans Entre deux News. Et retenez surtout cette maxime du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Je cite, le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. Bonsoir.